Il y a une efficace propre aux théories du complot. C'est d'abord leur effet de dévoilement. Une théorie du complot, elle vient avec un récit plutôt simpliste, plutôt manichéen, puisque c'est un récit qui fondamentalement identifie un principe maléfique à l'origine de ce qui arrive. C'est un récit qui vous donne une clé de lecture du monde et une clé unique pour des événements qui sont a priori séparés, qui ne sont pas reliés entre eux. Et donc c'est à la fois plus facile à retenir, mais surtout ça crée une satisfaction intellectuelle, un plaisir intellectuel qui est assez similaire à celui qu'on peut éprouver lorsque on arrive à la fin d'un livre d'espionnage ou d'un polar, au moment du twist final, c'est que tout se met en place et on comprend enfin, on a la big picture. Voilà. Donc ça, c'est comme tout plaisir, c'est quelque chose qu'on a envie de renouveler, et c'est ce qui sans doute participe du côté addictif, des dimensions addictives des théories du complot. On sait que plus on adhère à des théories du complot, plus on est disponible à une prochaine théorie du complot. Il y a une forme de spirale comme ça dans la croyance. Et puis il y a dans la rhétorique, dans l'argumentation propre aux théories du complot, un autre élément qui est très important stratégiquement, c'est ce que le sociologue Gerald Bronner appelle le millefeuille argumentatif. Que nous dit-il? Il dit les théories du complot, très souvent, elles vont attaquer ce qu'elle appelle la version officielle d'un événement, alors, en fait, qui est la version communément acceptée d'un fait ou d'un phénomène, en multipliant les arguments, et en juxtaposant des arguments empruntés à des champs parfois très variés de la connaissance. Évidemment, on peut pas, aucun de nous n'est spécialiste d'histoire, de géopolitique, d'économie, que sais-je, de génie civil, de calcul des structures, etc. Et donc, lorsqu'on est exposé à ce millefeuille argumentatif, à ces arguments présentés ensemble, il est très difficile de ne pas être intimidé intellectuellement, de ne pas être écrasé, de ne pas, être impressionné par cette argumentation, de sorte que n'ait l'impression que tout n'est peut-être pas faux et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Et ça aussi, ça participe vraiment du pouvoir de conviction des théories du complot. Et puis évidemment, il y a le caractère irréfutable des théories du complot, puisqu'elles n'apportent jamais la preuve de ce qu'elles dénoncent, mais surtout, elles renversent la charge de la preuve. Elle vous dit, prouvez-nous que le complot que nous dénonçons n'existe pas. Sauf qu'en bonne logique, il faut rappeler qu'on ne peut pas prouver qu'une chose n'existe pas. On peut prouver qu'une chose existe, positivement, pas prouver qu'une chose n'existe pas. Donc évidemment, dénoncer un complot, dénoncer un gouvernement invisible, dénoncer un état profond sur lequel on n'a aucune prise, c'est à la fois très démagogique, ça marche, c'est très efficace, mais on ne peut pas le réfuter par définition. Donc voilà, à ceux qui combattent ces choses-là et qui les critiquent, de justement dévoiler la mécanique argumentative du complotisme.